Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors un peu spéciale où je vais me filmer, je suis bien équipé d'ailleurs, pour me présenter en fait la sortie que je fais en 6e à la forêt des Grands Avaux. Donc là nous sommes à Chanqueuil, pour être plus précis, donc dans le 91. Et derrière moi on a la forêt de Chanqueuil, en tout cas un des chemins pour y aller. Et justement on va pouvoir travailler derrière avec le plan, la carte de la forêt. Cette sortie s'inscrit dans le cadre du programme de cycle 3, de fin de cycle 3, notamment au niveau 6e. Et le but, ça va être d'observer, d'analyser, d'exploiter en fait l'environnement, la forêt et surtout le paysage. Donc d'avoir une description précise de tout ce paysage. Et justement, la forêt des Grands Avaux, c'est une forêt très intéressante puisqu'il y a une partie évidemment avec beaucoup d'êtres vivants, c'est une forêt, et il y a un passé géologique. C'est-à-dire que dans cette forêt, il y a eu une carrière, donc l'exploitation d'une roche qu'on va essayer de découvrir tout à l'heure. Et justement, donc ça englobe plein de choses en ce qui concerne la biodiversité, l'exploitation, la destruction de l'environnement et la restructuration, la reconstruction. Alors justement, donc voici donc la carte. Si on regarde bien donc la forêt des Grands Avaux, en fait il y a deux zones. Il y a le massif du Buisson où on est et il y a le massif du Duc dont on n'ira pas. Et il y a plein de choses intéressantes, c'est que là en bas il y a marqué statut et protection. Donc espace naturel sensible, zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique, réseau européen Natura 2000. Et donc justement on retrouve ces logos là et Office national des forêts. Donc en fait il s'agit d'une forêt qui est gérée par l'Office national des forêts. Donc c'est une forêt publique. D'ailleurs donc on peut voir là-bas, elle est gérée par le département le 91. Et en même temps donc elle fait partie de ces zones qu'on appelle ENS ou espace naturel sensible, puisqu'elle est remplie d'une biodiversité incroyable et qui est soumise à rude épreuve, notamment avec la pollution, nos activités humaines, etc. Donc c'est une forêt dans laquelle il faut faire très attention, il faut respecter vraiment son environnement. Et Natura 2000, donc c'est un réseau européen de travail, d'études, etc. sur la biodiversité, l'environnement. Donc il y a un côté aussi un peu politique parce que justement il y a certaines zones en Europe qui ont ce statut-là et qui ont des protections mises en place et aussi un certain nombre d'études par les chercheurs et les scientifiques pour voir l'impact de l'espèce humaine, de nos activités humaines sur les écosystèmes de ces zones particulières. Donc le but c'est de partir d'ici, donc là le point rouge c'est la carte, on est là, moi je suis garé ici, et donc on va suivre le trajet là, hop, et on va aller notre deuxième arrêt, on va dire, la tour du Buisson. Alors c'est une carte topographique, c'est-à-dire que là on voit des lignes qui permettent de montrer l'évolution du relief, c'est-à-dire les creux, les bosses, etc. Donc là, les traits sont très espacés et là, ils sont très rapprochés. Ça signifie que là, on a une faible pente et là, on a une forte pente. Et donc, c'est ce qu'on va constater quand on va grimper. Alors, le but aussi, c'est que je remonterai la carte régulièrement pour voir où est-ce qu'on est sur la carte, puisque le but aussi de ma sortie, c'est de travailler avec une carte, avec un plan et de voir le trajet qu'on effectue. Et donc on va commencer à voir un peu la diversité en déterminant les arbres qui sont présents dans cette forêt. Alors on va aller un peu plus loin parce qu'il y a des arbres d'intérêt qu'on va essayer de déterminer. Alors j'avais oublié de rajouter quelque chose, c'est que Chanqueuil, donc la forêt des Grands Avaux où nous sommes, fait partie de ce qu'on appelle le parc du Gâtinais. Donc en plus de tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure avec Natura 2000, espace naturel sensible, ça fait partie aussi du parc du Gâtinais. Donc c'est une zone aussi très importante dans laquelle on peut faire pas mal de balades, pas mal de découvertes. Et c'est ce qu'on va faire pendant cette vidéo.
Alors, allons-y. On va commencer par quel arbre? Donc, voici le premier arbre qu'on va essayer de déterminer. Nous avons aussi celui-là, très caractéristique. Alors, j'en profite parce qu'il y a les fruits qu'on peut voir là. Donc, ces fruits, on peut les connaître facilement, ce sont des glands. Alors, les glands, ici, la particularité, c'est qu'ils ont une tige qu'on appelle un pédoncule. Et ces tiges sont assez grandes. Et donc, on a le fruit qui est à la base qui se trouve au bout du pédoncule. Alors que si on regarde les feuilles ici sont directement rattachées à la branche. Il n'y a pas du tout il n'y a quasiment pas de tige qu'on appelle le pétiole qui rattache la feuille à la branche. Troisième arbre qu'on va essayer de déterminer. Donc celui-là, avec ses grandes feuilles caractéristiques. Alors, on va comparer avec les autres, mais déjà ces feuilles, quand on peut les observer, donc elles sont grandes, elles sont plutôt allongées et elles ont des grandes dents comme ça, hein, elles sont dentées. Alors là, il n'y a plus les fruits et je crois que par terre, je ne les verrai pas, je n'en vois pas du tout par terre. Et pour aider, cet arbre fait des châtaignes. Alors voilà. Donc avec l'autre arbre qui est ici, donc les feuilles, je ne sais pas si vous voyez, voilà. On voit bien les feuilles ici, elles sont très dentelées, beaucoup plus que l'autre, elles sont plus petites. Alors voici les 3 feuilles que j'ai cueillies sur les branches des 3 arbres qu'on va essayer de déterminer. Alors pour déterminer, on a une clé de détermination faite par l'Office national des forêts que je vais mettre en description dans la vidéo, sous la vidéo. Alors on a 3 petites de feuilles. Alors ça j'avais dit, donc on a les fruits qui sont là. Donc sa caractéristique gland. Alors aussi très caractéristique, ces feuilles, elles sont lobées, elles forment des lobes. Et donc ça c'est un chêne. Alors la clé de détermination s'arrête là, elle ne nous dit pas que c'est un chêne pédonculé. Pédoncule, pourquoi? Parce que les glands sont pédonculés, ils ont une tige comme j'avais montré tout à l'heure. Donc là, j'avais dit que le fruit c'était la châtaigne, des très grandes feuilles bien élancées, bien arrondies vers le haut et bien pointues. Donc très grandes comme ça, c'est ce qu'on appelle le châtaignier. Et celui-là, qu'on pourrait confondre avec un autre arbre, donc bord denté. Il y avait aussi, on peut aussi rajouter que voilà, elle est un peu gaufrée, on dit, la feuille, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle a du relief, d'accord, ça fait un peu des vagues comme ça en dessous. Et bien cette feuille-là, c'est caractéristique du charme. Donc ça, c'est un charme qu'on a ici. À ne pas confondre avec une autre feuille qui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas dentée et qui est poilue. Il y a des petits poils sous la feuille, c'est le hêtre. Et donc un mnémotechnique qu'on peut utiliser, c'est le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Donc justement, le charme ne possède pas de poils et elle est bord dentée. Le hêtre, c'est l'inverse, il n'a pas de dents, il a surtout des bords lisses et par contre il est poilu. Ok, alors bon, c'est parti pour le chemin. Donc on va avancer, s'enfoncer dans la forêt. Et ce qui va être très important, c'est de regarder le sol cette fois-ci. Donc là, on est entouré par des conifères hein, qui ont été plantés, hein, évidemment, en rangée comme ça. C'est pas du tout, on va dire, naturel. Alors la forêt est gérée, hein, donc il y a des arbres qui sont coupés et des arbres qui sont replantés. Donc c'est vrai que l'implantation des arbres n'est pas, on va dire, naturelle. Justement, c'est ça le but des forêts, c'est de gérer le patrimoine forestier au mieux. Donc, justement, on va arriver à notre zone d'intérêt qui m'intéresse le plus, puisque en fait sur le chemin, on va voir un phénomène caractéristique très important, très essentiel dans ce qu'on appelle la géologie, et notamment l'évolution du paysage. Alors justement, on y arrive bientôt. On peut déjà commencer à voir
quelque chose de caractéristique ici. Voilà, on a l'impression ici que c'est creusé. On a un sillon en fait. Et c'est encore plus marquant. Regardez, je peux remonter comme ça. Ça fait un peu comme ça. Ça fait une sorte de zigzag. Hop, là c'est bien creusé ici. Là je peux bien mettre mon pied dedans. Là on a l'impression d'avoir des rigoles. Ça fait, voilà. Et puis quand il pleut ici, bah, c'est par là que passe le. C'est par là que s'écoule la pluie. Là je marche dans le sillon, on le voit très très bien. Voilà, alors je pourrais remonter tout en haut, hein, comme ça. Et je vais m'arrêter là, ici, où là on voit c'est encore plus creusé, entre là et là. Alors, qu'est-ce qui pourrait engendrer ce phénomène? Donc, deux choses différentes. Bah déjà, c'est une forêt publique, donc les gens viennent souvent se promener. Donc effectivement, il y a beaucoup de passages. Même aussi, ceux qui entretiennent la forêt passent avec leur véhicule pour venir faire ce qu'ils ont à faire. Et alors, je vais mettre plutôt comme ça, on aura plus de soleil. Je serai moins en contre-jour. Et voilà, donc une première chose, c'est que l'être humain abîme le sentier. En passant, soit en marchant, soit avec les véhicules, on abîme le sentier. Alors, on ne le voit pas forcément comme ça, mais au fur et à mesure, le sentier, il s'abîme. Mais il y a un autre phénomène. C'est la pluie, comme on l'a remarqué. En fait, la pluie, l'eau, à force de tomber et de ruisseler, va venir creuser, hein, comme ici. On va creuser ici le chemin, dans les zones qui sont peut-être un peu plus molles, un peu moins résistantes. Et ça, c'est un phénomène excessivement important qu'on appelle l'érosion. Et donc là, on a affaire à l'érosion des sols. D'ailleurs, bizarrement, petite anecdote, c'est que là, on a un chemin, donc il n'y a quasiment pas de végétation, il y a très peu de végétation au milieu, puisqu'il y a beaucoup de passages. On a de la végétation de chaque côté, mais on n'arrive pas à voir vraiment qu'il y a une érosion, que le sol est abîmé. Tout simplement parce qu'en fait, la végétation protège. Le paysage protège la roche de l'érosion. D'accord, il y a une certaine protection. Et par contre là, le chemin, comme il n'y a pas de végétation et comme il y a beaucoup de passages, et là par contre, c'est pas protégé et l'érosion fait son effet. Donc si on revient dans plusieurs centaines voire milliers d'années, le chemin il aurait été énormément creusé. Voilà. Donc maintenant, je vais avancer toujours tout droit. Je vais filmer mon trajet jusqu'à la tour du buisson. On s'arrêtera au milieu un peu plus après le milieu du trajet pour montrer quelque chose de caractéristique qu'on a aussi dans la forêt des Grands Avaux qui va nous servir pour après. Alors j'en profite qu'on arrive au carrefour, là, ce carrefour précisément, pour montrer qu'il y a des arbres qui ont été coupés, qui ont été sculptés. Alors je crois que ça remonte à 3-4 ans. Je sais plus comment s'appelle l'artiste, mais il est venu tout simplement sculpter les arbres. Et puis c'est pas trop mal, hein. Je trouve ça très intéressant. Donc voilà, dans cette forêt, on a de tout, même de l'art. L'utilisation de la nature comme œuvre d'art. Alors, donc, nous arrivons bientôt à la tour du buisson, qui se trouve à la fin du chemin là-bas.
Donc après une petite pause, je montre ici sur le bord du chemin plein de roches. D'accord, donc d'une roche qu'on va essayer de déterminer tout à l'heure. Donc voilà, le chemin ici est jonché de ces roches-là. Bien, quand on regarde ces roches, elles sont très anguleuses, avec des bords bien saillants. En fait, on a l'impression, certaines, elles ont la forme de briques. Donc comme si elles avaient été taillées ou cassées exprès. Donc là, on en a jusqu'au bout. Et on va arriver justement à la tour du buisson. Et voilà, nous arrivons à la tour du buisson. Donc qui a été construite un peu plus tard que le château du Buisson, qui est en bas, dans la vallée. Alors on a un petit écriteau qui va nous raconter un peu l'histoire de cette tour. Donc, à ce point élevé du massif se dresse la tour du Buisson, un ancien observatoire astronomique construit en 1847 à la demande de Louise Breguet et de son mari, le docteur Lyonnais. Donc c'était les propriétaires, comme c'est marqué, du château du Buisson, et ils y menaient des expériences scientifiques. Cet édifice a été restauré en 1999 par le Conseil général de l'Essonne, et non loin de là sont encore visibles les ruines d'une autre tour, dite du télégraphe, qui fonctionna dès 1805 pour la transmission de messages à l'aide d'un pendule articulé situé à son sommet. Voilà. Donc voilà à quoi ressemblait la tour du Buisson à l'époque. Et maintenant, voilà à quoi elle ressemble. Donc elle a été restaurée, mais il y a une partie qui s'est abîmée, notamment une partie de la tour et aussi le balcon. Mais on va monter pour voir ce que ça donne. Donc voilà, ça a été renforcé ici, parce que le toit ne résistait plus. Alors l'endroit est très exigu, c'est vrai, hop, ça y est, on y arrive. Et voilà. Ma petite caméra, elle a un petit peu bougé. Voilà. Donc, nous voici en haut de la tour du Buisson. Alors bon, malheureusement, elle a été taguée, donc abîmée. Alors bon, c'est quand même fait partie du patrimoine. Alors, vous ne verrez pas forcément bien avec la caméra, surtout que bon, aujourd'hui, il n'a pas fait très beau, donc là, on en profite. Enfin, j'en profite de ne pas me recevoir de l'eau sur la tête. Mais voilà, on a ici le panorama de ce que j'appelle le Sud-Essonne. Donc là, on a la forêt des Grands Avaux. Et là, on va vers le nord. On a au fond, par là-bas, toutes les communes comme Villabé, Lys et un peu plus loin Corbeil-Essonnes et Évry. Là, ici, les maisons qui sont juste là, c'est Chanqueuil. Ensuite, alors je ne sais pas si on verra, je vais essayer de zoomer un peu. On a au fond un château d'eau blanc. Ça, c'est la commune de Chevannes. Juste ici. Et après, un peu plus loin, donc par là-bas, entre justement tout ce qui est agglomération Villabé-Lys, on a Mency. Donc avec le RERD qui passe par là. Et là, évidemment, on ne verra pas grand-chose puisque... Je vais dézoomer. Donc on ne verra pas grand-chose à cause des nuages. Mais normalement, il est possible de voir la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse. Donc aujourd'hui, Paris est embrumé. Donc doit peut-être être encore sous la pluie. Mais voilà, nous ça s'est éclairci dans le Sud-Essonne. Et voilà, normalement, alors par là, si je dis pas de bêtises,
Voilà. Au niveau de Chevannes, on va avoir la tour Eiffel, la tour Montparnasse, donc à peu près par là. Donc la tour Eiffel et la tour Montparnasse devraient se trouver par ici. Voilà. Alors là-bas, je ne sais pas non plus si on verra, je vais zoomer aussi. Donc on a la A6 qui vient desservir le sud Essonne et qui remonte au nord, donc par là, vers Paris. Donc le but aussi de voir la tour du Buisson et de ce panorama, c'est de pouvoir faire justement une sorte de croquis de ce panorama pour un peu identifier les différentes zones du paysage. Donc là, typiquement, le sud Essonne, c'est de la forêt. Donc là, on a la forêt du Buisson. Là-bas, on a une autre forêt. Donc c'est la forêt de... Alors, tout au fond, on a la forêt de Sénart. Et puis là, on a la forêt du Rougeot qui se trouve juste là. Donc c'est celle-là, ici. Par là-bas, on va avoir une autre ville qu'on voit pas très bien, c'est Saint-Fargeau-Ponthierry. Et encore là-bas, alors là on les verra pas, mais on a les antennes militaires là-bas, et on a la forêt de Fontainebleau. Donc voilà, beaucoup de forêts quand même, hein. Et on a, là, comme en Essonne, pas mal en Seine-et-Marne et aussi dans les Yvelines, on a pas mal de champs. Voilà, le sud de l'Île-de-France, c'est beaucoup de champs et ici beaucoup de communes. Et plus on se rapproche évidemment de la couronne, de la petite couronne et donc de Paris, on va avoir de plus en plus d'agglomérations. Voilà en gros ce qu'on peut faire comme panorama. Alors comme croquis, on pourrait ici faire un premier horizon en mettant ici arbre. Ici on peut faire un petit horizon avec à nouveau une forêt. Et là on peut faire des petites zones pour montrer tout simplement les communes, donc la ville. Et tout ce qu'on n'a pas schématisé ici, on met les champs. En gros c'est ça. On peut schématiser aussi avec un trait comme ça, qui prolonge comme ça, la A6. Et bon là on ne pourra pas le voir, mais on pourrait rajouter ici hop, une petite pointe pour montrer qu'on a la tour Eiffel. Voilà un peu ce qu'on pourrait faire comme panorama. Donc on va pouvoir redescendre et aller à notre troisième arrêt. Là on était au deuxième arrêt. Alors je voudrais attirer l'attention ici de la roche qui est présente là. On voit encore mieux à l'extérieur. Alors, la roche qu'on voit ici, c'est une roche un peu grisâtre. On voit un petit peu des minéraux un peu brillants et c'est les mêmes en fait qu'on a sur le bord du chemin là-bas où on est passé. Donc maintenant à savoir d'où vient cette fameuse roche et comment elle est venue et qu'est-ce que c'est précisément. Donc c'est parti, on va à notre troisième arrêt pour découvrir encore un peu plus le paysage de la forêt. Alors on arrive au niveau de notre arrêt numéro 3. Donc juste avant d'arriver à la carrière où a été exploitée la roche dont on parle depuis tout à l'heure, notre roche grise, on va s'arrêter ici pour faire un petit peu de ce qu'on appelle la pédologie, c'est-à-dire l'étude des sols. Donc c'est très caractéristique puisque là on a affaire à une zone d'érosion. Alors il y a plusieurs hypothèses pour expliquer le fait qu'on voit la roche, qu'on voit le sol et tout, qu'on va décrire juste après. C'est que on peut supposer que comme il y a eu la carrière, donc on a eu des excavations, c'est-à-dire qu'on a détruit la roche, le sous-sol, pour extraire justement
la roche et pour aussi faire passer les engins. Alors à l'époque c'était des rails avec des wagonnets pour transporter la roche. Et donc voilà, donc première hypothèse très fortement probable, c'est que ici, si ça a été creusé ici, c'est lié aux activités humaines et à la carrière. Autre hypothèse aussi, et là c'est depuis aussi la fermeture de la carrière, c'est que cet endroit-là a tout simplement subi l'érosion, comme on avait vu sur le chemin tout à l'heure, mais là une grosse érosion, et qui a été amplifiée évidemment par l'exploitation de la carrière. Et oui, puisqu'on a cassé la roche qui n'était pas cassée à l'origine, et donc ça a engendré un peu plus d'érosion. Alors, ça, ce qu'on voit devant nous, ça porte un nom très précis, c'est la même chose qu'on verra au niveau de la carrière, puisqu'on voit le sous-sol. On voit les roches du sous-sol, pas facile à dire. Et donc là, ce qu'on voit ici, quand on voit les roches du sous-sol, c'est ce qu'on appelle un affleurement en géologie. Donc voici la définition d'un affleurement, c'est une zone, un endroit où on peut voir les roches du sous-sol. Et justement, on va avoir là plein de débris de roches. Alors quand on constate, alors à part les parties gris foncé, on a plutôt une couleur un peu plus blanche. Donc ça, c'est une autre roche qu'on a ici à la forêt des Grands Avaux. Et on verra qu'il y en a une troisième. Donc c'est les trois roches qu'on va essayer de déterminer juste après. En haut, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors on va trouver donc des débris de roches, un peu partout, hein, des cailloux plus ou moins gros. On va avoir vraiment la grosse couche ici, compacte. C'est notre roche que je vais appeler la roche numéro 3. Ici on a des racines, hein, on voit très bien, on a plein de racines d'arbres. Et si j'avance un petit peu, on va voir une couche un peu plus brune ici. Cette couche un peu plus brune, ça fait partie de ce qu'on appelle le sol. Ce n'est plus le sous-sol, mais c'est le sol. Et cette couche un peu brune, on appelle ça l'humus. Alors dedans, en fait, on va avoir un mélange de matière minérale, qu'on va appeler la matière minérale, et de la matière organique. On verra un peu plus tard c'est quoi la matière organique et la matière minérale. Mais en gros, c'est un mélange de matière vivante, ou en tout cas qui a été fabriquée par les êtres vivants, et de minéraux, de roches, de cailloux. Voilà. C'est un mélange entre ces deux types de matière. Ensuite, alors on verra moins bien parce que c'est un sol qui bouge beaucoup, mais juste au-dessus du sol, on va voir plein de feuilles mortes. Donc là, on va avoir plein de feuilles mortes et tout, et on va commencer à avoir aussi un peu de décomposition de feuilles. Et donc, on va avoir plein de débris d'êtres vivants, notamment de feuilles. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la litière, et notamment la litière forestière qui est très caractéristique. Alors cette litière ici, elle n'est pas très épaisse, tout simplement parce qu'on est à la fin de l'été et que cette litière elle a été transformée. Et alors que si on revient ici en automne et en hiver, la plupart des arbres avec des feuilles auront perdu leurs feuilles. Et donc, effectivement, on verra une grosse couche de feuilles mortes, et ça va grouiller de vie, de plein d'êtres vivants qui vont venir se nourrir de ces débris de feuilles. Voilà, et c'est ce qu'on appelle la litière. Donc en gros, si je résume, on a donc la litière, l'humus, la roche du sous-sol, des débris de roche un peu partout, et tout ça, ça forme ce qu'on appelle le sol, et ici le sous-sol, et le sous-sol qui va encore plus profondément, voilà, jusqu'à plusieurs mètres, même centaines de mètres, puisqu'il y a encore plein d'autres différentes couches de roches qui n'ont pas été abîmées par l'érosion. Alors il y a aussi autre chose qu'on pourrait remarquer, c'est que en plus de l'érosion liée à la pluie, au vent par exemple, au climat, à la météo, et aussi liée à autre que l'érosion liée à l'exploitation de la carrière, donc la roche a été cassée, a été détruite, on peut voir aussi que la roche à certains endroits a tendance aussi à partir, et là c'est très caractéristique. Alors en haut de la racine, la roche tient, on a même de la mousse ici et ici qui se développe, et en dessous, ça se détruit. Là-bas aussi, on voit bien caractéristique, on voit bien aussi cette caractéristique donc de la roche qui s'en va, et au-dessus de la roche qui résiste. Alors en fait, c'est un double jeu
qu'il y a entre la roche du sous-sol et les êtres vivants qui vivent, notamment les arbres. En fait, la végétation, comme j'avais dit tout à l'heure, elle a deux types de fonctionnement. Par exemple ici, la petite végétation comme ça, elle va venir s'enraciner dans le sol, dans le sous-sol même, et avec les racines, ça va venir maintenir les roches du sous-sol, et donc ça va permettre de protéger et de limiter l'érosion. Mais d'autres végétaux, comme les arbres par exemple, certains arbres, avec leurs racines vont venir casser la roche et pouvoir s'enfoncer profondément pour venir s'enraciner. Donc en fait voilà, ça fait un double jeu entre une partie des végétaux permet de consolider le sol et une autre vient détruire le sol. Et puis c'est cet équilibre qu'il y a au sein des sols, et notamment des sols forestiers. Et le problème, c'est que quand l'espèce humaine vient pour venir détruire ou arracher une partie du sous-sol, eh bien, ça détruit une partie de la végétation. Et les arbres doivent plus s'enraciner, évidemment, même si là, ça a pu bouger depuis très longtemps. Et évidemment, une partie de la végétation doit se reformer et le sol s'abîme plus vite. C'est ça le problème. L'espèce humaine engendre plus d'érosion. Alors maintenant, on va pouvoir passer à notre quatrième arrêt, dans la carrière. Et donc, on va essayer de déterminer nos 3 roches. Donc, si on résume, et là, on la voit bien, là, hein, on voit bien ici, gros bloc blanc. Donc ça, c'est notre roche que j'ai appelée la roche numéro 3, qui se trouve au-dessus. On a notre roche grise, là, grise claire, avec quelques minéraux brillants. Alors les minéraux brillants, ça va être du quartz. C'est des minéraux de quartz, tout simplement. Donc là, je vais enjamber. Et on va arriver à la carrière, on va découvrir la roche numéro 2, qui va se situer tout simplement en dessous de mes pieds. Alors, cet endroit est assez abîmé, parce que souvent il y a plein de gens qui viennent faire des feux et viennent abîmer un peu l'endroit. Donc on peut même retrouver malheureusement des bouteilles de verre, etc. Donc bon, quand on veut se promener, c'est pas génial. Donc le début de la carrière. Donc là, je fais un panorama. Et en fait, c'est une zone qui est très abîmée parce que c'est là qu'on a extrait beaucoup de roches. D'accord ? Alors, là, voici notre roche grise. Donc ça fait des grands bancs comme ça, organisés. Énormes. Et on va retrouver en haut, ici, nos bancs blancs. Donc ces couches de roches blanches. Et donc en dessous, des couches de roches grises. Et dans tout ça, entre la couche de roche blanche qu'il y a au-dessus et la couche de roche grise qu'il y a là, et il y a une troisième roche que je vais montrer ici. Voilà, qu'on va reconnaître très facilement. Parce que on pourrait l'identifier comme étant du sable. Donc voilà, on a 3 types de roches. Et donc on va pouvoir faire des expériences avec ces roches. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est voir ce qu'on appelle la cohérence. Donc, pour voir la cohérence des roches, je vais utiliser ce qu'on appelle un marteau de géologue. Donc c'est pour essayer de voir, pour casser la pierre, pour casser la roche. Donc je m'approche justement de notre roche grise. Alors là, on a une patine assez foncée, mais on voit bien que ça peut briller un petit peu au soleil, hein. Alors, je vais faire attention à mes caméras. Bon, c'est quand même une roche qui résiste bien, hein. Voilà. Et je vais taper aussi. Donc, la roche numéro 3. Donc, notre roche blanche, qu'on a des morceaux qui se sont éboulés de tout là-haut. Plutôt résistante. Donc avec le marteau, j'ai du mal à la casser, ces 2 roches. Donc on va dire que ces roches sont très cohérentes. Elles sont très dures, difficilement cassables. Alors que notre sable qui est par terre,
que j'ai montré tout à l'heure, ben, c'est du sable, quoi. C'est des grains de sable, donc ça glisse entre les doigts. Et on appelle ça une roche meuble, parce qu'elle bouge. Et donc, nous on va se retrouver au laboratoire, donc en salle, en cours, pour faire des expériences. On va tester en fait d'autres caractéristiques de la roche. Alors nous voici dans la salle de classe, sur mon bureau, pour faire les expériences, les manipulations sur les 3 roches. Donc on a la roche 1, la roche 2, la roche 3. Ici, dans la roche 3, la roche blanche, on a des structures particulières qui nous fait penser justement à des coquilles, à des fossiles. Donc soit enroulés, soit en forme d'ovale. Là on a le fameux sable, donc roche très meuble, et enfin la roche numéro 1. Donc là on teste la perméabilité et la porosité, c'est-à-dire la capacité de la roche à absorber de l'eau, ça c'est la porosité, et la capacité par l'eau, ça c'est la perméabilité. Donc en testant sur les 3 roches, on constate que la roche 1 et la roche 3 n'est ni poreuse ni perméable, l'eau ne passe pas, alors que le sable, l'eau passe, et donc s'infiltre à l'intérieur. L'eau est absorbée. Deuxième test, c'est le test à l'acide. Alors le test à l'acide, donc là c'est de l'acide acétique, du vinaigre. C'est un test qui permet de voir si la roche va réagir, va faire des bulles de gaz, va faire ce qu'on appelle de l'effervescence. Donc va fabriquer en fait du CO2, du dioxyde de carbone. Quand on teste sur ces 3 roches, on constate qu'il n'y a que la roche numéro 3 qui va réagir. On voit de petites bulles apparaître. Enfin, dernier test, le test de la rayure du verre. Donc il suffit de prendre là un petit bout de verre, là j'ai pris une lame de verre, une lame mince de microscope. Je frotte les 3 roches, alors même si ça se voit pas trop à cause des reflets, mais on va constater qu'il n'y a que la roche 1 et la roche 2 qui vont former des petites rayures sur le verre. Alors c'est vrai que ça se voit pas trop. Et voilà, la roche 1 et la roche 2 rayent le verre, et la roche 3, elle, ne raye pas du tout le verre. Et donc, retour sur le terrain. Donc nous revoici après nos expériences. Donc on peut utiliser aussi une clé de détermination des matériaux, des roches, et pour essayer de déterminer quelles sont nos 3 roches. Alors, la roche grise foncée qu'on avait, c'est une roche tout simplement qui est cohérente, qui est très dure, qui raye le verre, qui ne réagit pas à l'acide, donc qui ne fait pas de bulles. Et donc comme je l'ai dit, qui raye le verre, donc qui l'abîme. Et donc ça c'est caractéristique de ce qu'on appelle le grès, tout simplement. Alors, pas de surprise, le sable, quand on met de l'eau dessus, l'eau s'infiltre à l'intérieur, donc c'est une roche perméable et poreuse. Elle raye le verre, et donc ça c'est caractéristique, et donc ça ne réagit pas à l'acide, et donc c'est caractéristique du sable. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle avec le fait qu'elle raye le verre, parce que tout simplement, le grès, en fait, c'était du sable, mais du sable qui s'est consolidé. Alors, le sable ne devient pas du grès pendant, voilà, en quelques jours. Ça met plusieurs millions d'années pour que le sable se transforme en grès. Donc, en fait, les bancs de grès qu'on a ici, que je vais remontrer. Donc, les bancs de grès qu'on a ici, ce sont des grands bancs qui se sont formés à certains endroits du sable, tout simplement. Donc là, on a des parties bien arrondies. Donc comme on avait vu, donc ça on a eu des traces fossiles qu'on voit bien ici là. Est-ce que je pourrais en trouver d'autres? Alors sur celle-là. Alors hop. Donc là on voit bien de traces. Alors en fait c'était des anciennes coquilles. Et donc ça réagit à l'acide.
C'est très cohérent, c'est imperméable et l'eau ne s'infiltre pas dedans facilement. Et donc ça c'est typique du calcaire. Et donc dedans on va trouver en fait des fossiles. Quand on regarde ces fossiles, ce sont des fossiles de planorbe notamment et de limnés. Alors en fait ce sont des animaux aquatiques lacustres, c'est-à-dire qui vivent dans les lacs. Et ces animaux lacustres ont une coquille en calcaire et lorsqu'ils meurent, eh ben, cette coquille tombe au fond du lac. Et comme il y en a beaucoup et que ça dure sur plusieurs centaines, voire milliers d'années, eh bien, on a une grosse couche de calcaire qui reste au fond du lac. Et au fur et à mesure des années, quand l'eau s'en va, on a une grosse couche de calcaire qui va se consolider et c'est ça qui forme le calcaire qu'on voit ici. Donc si on résume, on a du sable qui a formé par endroits du grès et on a au-dessus une couche de calcaire donc, qui a été fabriquée par une accumulation de fossiles, de coquilles d'animaux d'animaux lacustres, donc des animaux aquatiques qui vivent plutôt dans les lacs, donc dans des eaux douces, pas des eaux salées. Alors, ce qui est un petit peu incroyable, c'est que quand on résume, on a du sable, mais le sable, c'est bizarre qu'on en est là, le sable en général, où est-ce qu'on va le trouver? Et bien tout simplement, le sable, on va le trouver au bord de la plage. Donc ça veut dire que ce sable, il n'est pas arrivé là par hasard, c'est qu'ici, à une certaine époque, il y avait la mer. Et donc il y avait une plage à Chancueil, donc la forêt des Grands Avaux, il y avait la mer. Un peu plus tard, la mer s'est retirée. Donc ça c'est lié au climat, au réchauffement du climat et après au refroidissement. Donc le niveau marin varie, un peu comme ce qui se passe actuellement, sauf que nous on est en train d'accélérer de façon très très brutale le réchauffement climatique, qui se réchauffe ou se refroidit naturellement, mais qui met plusieurs milliers, voire centaines, surtout des centaines de milliers d'années. Sauf que là nous on fait un réchauffement très rapide sur moins d'un siècle. Bref, là n'est pas le débat. Mais en tout cas, évidemment, ça va faire modifier la banquise, etc., les calottes polaires, et donc le niveau marin va monter ou baisser. Donc là, il a tendance à monter puisqu'on est en train de réchauffer la planète. Et donc, à un moment, l'eau s'est retirée, donc il n'est plus resté que le sable. Hein, le sable qui est apporté par les fleuves, par les cours d'eau. Hein, donc en fait, ce sont des débris de montagne qui ont été érodés, donc qui ont subi l'érosion pendant plusieurs millions d'années, qui se retrouvent dans les cours d'eau. Les cours d'eau se jettent dans les rivières, les petits cours d'eau, les torrents, etc., se jettent dans les rivières, et les rivières se jettent dans les fleuves. Et les fleuves se jettent dans les mers ou les océans. Et après, les vagues viennent rabattre le sable sur les plages, et c'est ça qui forme les plages de sable. Ou les plages de galets, si on a des galets donc de la roche, de l'érosion qui n'a pas été très très aboutie, qui n'a pas formé de tout petits grains qu'on appelle les grains de sable. Donc là on aura plutôt du galet. Voilà. Donc la mer s'est retirée et ensuite la mer est revenue un petit peu et il y a un lac qui s'est formé. Donc un lac qui s'étendait à peu près d'ici là. Jusqu'à Orléans, donc c'était un immense lac. Et dans ce lac, évidemment, qu'est-ce qui s'est développé? Il s'est développé tout simplement nos animaux lacustres, limnés, planorbes. Et d'autres animaux marins, enfin lacustres, pardon, j'y arrivais, qu'on va pouvoir retrouver à d'autres endroits. Donc du calcaire s'est déposé sur le sable. Et après, ce calcaire, donc, qui est formé avec le lac, et les animaux qui vivaient dedans, ce calcaire, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est consolidé, comme on l'a dit. Et puis, c'est plusieurs millions de tonnes de roches. Et ces millions de tonnes de roches, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a écrasé, ça a aplati le sable. Et pendant plusieurs millions d'années, à certains endroits, en fait, c'est un phénomène un peu compliqué, mais on pense que ça s'est passé comme ça. C'est qu'il y a de l'eau qui s'est infiltrée. Et avec la pression qu'exerce le calcaire sur le sable, et avec l'eau qui peut s'infiltrer à certains endroits, eh bien, il y a des réactions chimiques assez complexes entre le quartz, qui est un minéral caractéristique du sable, et donc il y a des réactions chimiques, et donc ça a formé des bancs de grès à certains endroits. Donc le grès, on ne va pas le retrouver partout.
Okay, on va le retrouver à certains endroits là où l'eau s'est infiltrée. Et donc, au fur et à mesure des années, des millions d'années même, le sable s'est transformé en grès. C'est pour ça qu'on va retrouver du grès à certains endroits. Et donc, ce grès, c'est une roche très solide, très résistante, et qui a été exploitée, d'où le fait qu'on se trouve dans la carrière. Et donc, maintenant qu'on a un peu retracé l'histoire de la forêt de Chanqueuil, donc on est passé d'une plage à des milieux un peu chaud, limite méditerranéen, voire tropical, à un lac. Et maintenant, la mer s'est retirée, comme on le sait. Et donc là, on a plutôt un climat tempéré, climat océanique. Et donc, on a maintenant la forêt qui s'est développée à cet endroit-là. Et il y a 2 siècles en arrière, l'espèce humaine est venue exploiter, même encore avant, est venue exploiter le grès. Parce qu'il a découvert que c'était une roche qui était très résistante, très solide, avec laquelle on peut faire des matériaux de construction. On peut s'en servir aussi comme pavé de route. Maintenant, on n'utilise plus trop le grès. Et justement, pourquoi? Pas parce que le grès est devenu cher à exploiter, puisqu'on a délocalisé et on va chercher nos matériaux un peu plus loin, par exemple, pour des pierres de taille. On va même aller chercher ça en Chine, même pour les matériaux de construction. Donc voilà. C'est pour ça que les carrières ont fini par fermer. Il y a beaucoup de calcaires en Ile-de-France, de grès qui ont fermé parce que le grès n'était plus rentable. Et voilà. Donc justement, on va voir dans un 5e arrêt justement l'exploitation du grès et comment on a fait pour exploiter ce grès. Alors, je précise quand même que maintenant que la forêt est gérée par le conseil départemental de l'Essonne, c'est que avant, il y avait plein d'outils. Il y avait des restes de rails, du wagonnet, des outils. Bon, les pavés de grès ont été laissés en fait. Ça, c'est une marque de l'exploitation. C'est les pavés de grès qu'on a sur le bord de la route tout à l'heure, en allant à la tour du buisson. Donc ça, c'est quelque chose à noter. Mais sinon, tout le reste, tous les outils qu'on avait laissés à la fermeture de la carrière, ça a été enlevé pour des questions de sécurité. Et la forêt a essayé d'être... on essaye d'exploiter la forêt pour qu'elle reprenne un peu son envergure. Notamment là, on a abîmé la roche. Donc là, on voit bien que la carrière s'est allée jusqu'à là-bas, on va voir. Mais on a eu une grosse exploitation du grès. Et donc on va voir d'autres marques d'exploitation du grès. Alors déjà, quand on regarde les bancs de grès, ils sont très saillants. Ça forme bien, les bords sont très anguleux, sont bien droits. Donc ça montre que le grès, il n'a pas été érodé facilement. Que c'est pas l'eau et la pluie qui formeraient plutôt des choses arrondies. Mais plutôt quelque chose qu'on a l'impression que ça a été cassé. Et donc cassé par quoi? Cassé par l'espèce humaine qui a exploité le grès. Et donc là, on va s'approcher de notre 5e et dernier arrêt. Avant le retour au bercail, on va voir une trace particulière de l'exploitation du grès. Voilà, alors encore du sable et des bancs de grès. Alors là, on les voit bien, les bords saillants. Ça, c'est pas naturel. Ça, c'est typique d'une roche qui a été cassée. Et une dernière trace qu'on voit bien ici, une trace caractéristique de l'exploitation du grès. On peut la voir ici. Hop. Alors, je me fais un petit peu d'espace avec le jonc qui se trouve là. Alors, donc là, ici, on voit bien, typiquement là, cette partie-là qu'on voit bien, elle est incurvée comme ça. Et elle est bien droite. Et on remonte tout en haut. Alors ça, c'est caractéristique d'un outil qu'on utilise dans les mines. C'est ce qu'on appelle la baramine. Et donc cette baramine, tout simplement, elle permet de casser la roche. Et souvent, ces baramines, on peut même aussi y introduire un explosif pour aider la roche à se casser. Donc on tape, on met en fait, c'est une sorte de gros clou énorme comme ça, et on tape dessus avec un marteau.
et ça nous permet de casser la roche. Et pareil, encore une fois, une trace de baramine également ici, là pour essayer de détacher les gros blocs de grès, hein. Donc on va là, ici, donc détacher les gros blocs de grès du banc qui se trouve ici. Donc voilà encore une autre trace de l'exploitation du grès. Et donc voilà, donc la présence de pavés, hein, comme on avait vu sur la route, les traces de baramine, et enfin cet aspect saillant du grès comme ça, cassé comme si on l'avait vraiment cassé avec des bords bien anguleux, bien droits. Et puis là il y a un petit lézard qui se balade ici là. Et voilà. Donc on va quitter la carrière, on va passer par ce qu'on appelle les platières du télégraphe, qui était une deuxième tour, donc comme on avait lu tout à l'heure, qui servait de télégraphe. Alors c'était pas le télégraphe électrique, hein, le fameux comme ça. Non, ça c'était le télégraphe où en fait on avait une sorte de mobile et on faisait des symboles en fait. Et par exemple on pouvait voir à la butte de Montmartre où il y a Montmartre justement, et donc là on pouvait envoyer des informations, alors très succinct mais quand même des informations à peu près à une trentaine de kilomètres. Et donc c'était l'ancêtre du télégraphe qu'on connaît, et puis maintenant du téléphone et de toutes les télécommunications qu'on a actuellement. Voilà. Et donc la tour du télégraphe était par là-bas. En fait quand on va passer sur les platières, donc en fait ça se situe au-dessus de la carrière, donc au-dessus des bancs de grès. Donc il y a vraiment un gros banc de grès là, tout le long, où le sable s'est bien transformé en grès. Et donc il y a un autre type de biodiversité qui n'est pas tout à fait pareil que ce qu'on a là, comme les arbres qu'on a vus. Là on a de la fougère, hein, là ce que j'étais embêté là pour vous montrer la trace de baramine, ça c'est des joncs. Et donc nous on va passer par les platières, c'est encore une zone encore plus sensible parce que justement grès, comme on avait vu, le grès, l'eau ne peut pas s'infiltrer facilement. C'est une roche dure, cohérente. Le grès n'est pas perméable facilement et n'est pas poreux. Donc souvent quand il pleut, bon là cet été avec la sécheresse, donc l'été 2022 n'a pas été génial en termes de pluie, mais souvent quand il pleut, on va voir là comme il a plu pas mal au début septembre, eh bien il y a des creux qui se forment, enfin qui se sont formés, et l'eau stagne, et donc ça fait des sortes de petites mares temporaires, et donc on a vraiment une flore et une faune totalement différentes qu'on a ici, et qui est encore plus sensible parce que c'est des zones humides, très humides, et où l'eau ne reste pas souvent. Donc allons-y, on va reprendre le chemin. Donc avant d'arriver aux platières, donc là on retrouve encore du sable, donc la carrière elle est encore là. On va voir qu'il y a beaucoup de roches, regardez, on a même fait un muret pour vous montrer, hein. Regardez, voilà. Et justement, ce petit passage me permet de vous dire que la roche qu'on a vue tout à l'heure au niveau de la tour du Buisson, et si je dis pas de bêtises, au niveau du château du Buisson, je ne peux pas rentrer, en fait, ça a été fait en grès, qui a été exploité, a servi à la construction de matériaux. Alors voilà, on arrive à la platière du télégraphe. Et donc là, typiquement, on a vraiment notre faune et surtout flore. Alors on a plutôt de la bruyère cendrée, on a des lichens qui se déposent, on a de la calune, des renoncules, donc renoncules, on pourrait dire ça des boutons d'or entre guillemets. On a aussi de la fougère, mais là la fougère et le chêne sessile, c'est les arbres qu'on a vus tout à l'heure et les plantes qu'on a vues qui sont voilà, en périphérie. Mais là on a surtout hélianthème, renoncule, du jonc, de la glycérie, lentilles d'eau aussi, quand il y a de l'eau. Là on va voir s'il y a de l'eau, je ne sais pas. Calune et bruyère, voilà tout ce qu'on va trouver.
Et donc on a ce qu'on va faire des landes à bruyère, hein, qu'on peut retrouver aussi dans d'autres endroits, dans d'autres forêts de l'Essonne, dans des zones très humides. Donc voilà ce que ça peut donner justement lorsque les platières sont inondées. Là, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais là, on a des mares temporaires. Et donc on va avoir différentes faunes qui va venir s'installer. Donc beaucoup d'insectes, des amphibiens évidemment, qui ont besoin d'humidité, qui se reproduisent dans les mares. Donc voilà, c'est aussi des zones très sensibles. En général, les zones humides font partie des environnements, des écosystèmes les plus fragiles, donc auxquels il faut faire vraiment très attention. Donc là, on va se balader un peu sur les platières. Donc voilà, platière vraiment parce que c'est plat, on se trouve au-dessus du grès. Le grès qui se trouve en contrebas, hein. Là on marche sur le grès, là on n'a plus de sable, quasiment plus de sable, c'est vraiment du grès hein, qui s'est transformé. Et vous voyez, les platières là, quand on voit le grès ici, il est arrondi. Voilà, il est plus, il a plus des bords bien anguleux, bien saillants. Il a vraiment des bords arrondis. Et là, typiquement, c'est pas l'espèce humaine qui a exploité, mais c'est plutôt là l'exploitation, c'est pas l'exploitation du grès par l'être humain, mais là on a plutôt affaire à l'érosion naturelle avec l'eau notamment, puisque je vous ai dit que c'est une zone qui est souvent très humide, avec des mares temporaires. Et donc là l'érosion fait du grès, cet aspect un peu arrondi, un peu anguleux, enfin moins anguleux justement. Donc voilà, là c'est typiquement un grès qui a été abîmé par la météo, donc l'eau, la pluie, etc. Alors, on n'a pas de grosses mares. Là on a du jonc, on a de la calune. Voilà, on a quand même pas mal de terre très humide. Donc là on a, à cause du chaud et en même temps de la pluie, là on n'a pas vraiment de mares. Hein. Mais on sent que l'endroit est un peu... Voilà, on a plutôt une sorte de vasque. Voilà, c'est un peu boueux. Et puis, c'est toujours très humide. Et certains arbres n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. Donc on n'a pas le même type d'environnement dans cette forêt. C'est pour ça que ça fait la forêt des Grands Avaux une forêt très intéressante, où on a deux types de milieux de vie, très concrètement. Un milieu de vie type forêt, donc forestier. On a une terre alors soit sableuse, soit calcaire, et où poussent des arbres, etc. Et puis évidemment, on a les platières, donc zone un peu plus humide, où justement on a moins facilement un sol type forestier. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé. Là on quitte les platières avant qu'on reparte à la Tour du Bison et qu'on finisse la sortie. On n'en a pas beaucoup parlé, mais bon, le conseil général, maintenant le conseil départemental de l'Essonne, a mis en place une sorte de charte du promeneur en forêt, comme on peut retrouver dans plein de forêts, dans plein de départements. Donc la charte du promeneur, qui me semble être totalement logique et qu'il faut essayer de respecter au mieux. Voilà. Donc pour que la forêt, pour que les écosystèmes qu'on a dans cette forêt soient respectés et vivent au mieux, surtout vu la dégradation qu'on fait subir à la planète Terre. Donc si on peut garder des coins de verdure, des coins de biodiversité, avec un grand nombre d'espèces qui arrivent à vivre à peu près en harmonie avec nous, donc c'est vraiment ça de gagner. Donc je termine cette sortie ici. Donc là je vais retourner à la Tour du Buisson, puis après je vais redescendre en bas. On peut pas descendre en haut, mais bon. Donc redescendre au parking. Donc là je vais tout simplement refaire le trajet inverse. Donc voilà. Je mettrai aussi en lien dans la vidéo en dessous le lien vers mon questionnaire que je donne aux élèves pour travailler, pour découvrir cette forêt. Voilà, donc on a fait plein de choses. Observation, exploitation, des expériences, identification de plantes, de roches, pour découvrir le paysage qu'on voit avec nos yeux, les affleurements avec le sous-sol, et évidemment la découverte un peu plus spécifique de cette forêt
qui nous le rend bien. Allez, à une prochaine. Salut!